Saviez-vous que la Formule 1 a déjà failli finir comme l'IndyCar, séparée en 2 championnats? Le conflit FISA-FOCA, celui qui a créé la Formule 1 moderne. Une lutte entre constructeurs et organisateurs pour la répartition du pouvoir et de l'argent en Formule 1. La structure managériale de la F1 d'aujourd'hui descend de ce conflit des années 70-80, un conflit où il est difficile d'y voir clair. Et c'est pourquoi ce sujet sera traité en 4 parties. Ouais, il faut ce qu'il faut. C'est conséquent, mais vous allez voir, c'est très passionnant. Franchement, j'ai pris mon pied à travailler sur ce sujet et j'espère que vous allez faire de même à regarder ces vidéos. Le conflit FISA-FOCA, c'est parti. Le championnat du monde de Formule 1 a vu le jour en 1950, organisé par la CSI, la Commission Sportive Internationale, l'organe sportif de la FIA. La renommée de ce championnat n'a cessé de grandir au fil des années. La CSI s'occupait du règlement sportif de la Formule 1 ainsi que de la répartition de l'argent. Chose qui était plutôt simple à l'époque, étant donné que c'était plus un club de sportifs plutôt qu'une véritable entreprise. Mais dans les années 70, la Formule 1 est passée à un autre niveau, avec l'avènement de la télévision, un nombre de courses toujours plus grand, une professionnalisation des équipes, des technologies toujours plus avancées, l'argent généré par la F1 devenait vraiment conséquent. La CSI préférait s'en servir pour leur intérêt personnel, que ce soit pour les autres championnats ou pour les réinjecter directement à la Formule 1, mais pas de reversement direct aux acteurs de la catégorie reine. Et les équipes, eh bien, elles en avaient besoin de cet argent. Un petit homme répondant au nom de Bernie Ecclestone, propriétaire de Brabham depuis 1971, fédère les constructeurs de Formule 1 et crée en 1974 la F1CA, Formula One Constructors Association. Le but étant de faire contrepoids au pouvoir de la CSI. L'un des premiers à s'associer à Bernard, c'est son ami Max Mosley, l'un des fondateurs de March. Et oui, March c'est un acronyme, le M c'est Mosley. Les 2 hommes seront suivis par d'autres grands noms, Colin Chapman, fondateur de Lotus, Frank Williams, Teddy Mayer, directeur de McLaren, ou encore Ken Tyrrell. Le point commun entre tous ces noms, c'est que ce sont tous des patrons d'écuries indépendantes. Ils n'ont pas le soutien d'une grosse entreprise comme Ferrari ou Alfa Romeo. Ce sont donc eux qui ont le plus besoin de l'argent ramassé par la Formule 1. D'un autre côté, Ferrari et Alfa Romeo sont des mastodontes économiques comparés à ces petites équipes. Ils ont donc moins besoin des revenus de la Formule 1. Ils seront donc moins proches des écuries de la FOCA. Tout d'abord, Bernie Ecclestone s'en va négocier avec les organisateurs des Grands Prix. Il demande à ses promoteurs d'événements internationaux de verser de l'argent à la F1CA afin de garantir la présence de ces équipes. Ces équipes qui représentent 3/4 du paddock. Donc ce n'est pas négligeable. La finale du championnat du monde 1976 sera également un moment décisif pour la Formule 1. Le duel Lauda-Hunt captive beaucoup de personnes et cela amène plusieurs chaînes de télévision à Fuji. C'est alors que Bernie va commencer à négocier les droits de diffusion avec les chaînes de télévision. Et ça va marcher. Dès lors, la Formule 1 compte des diffuseurs réguliers du championnat partout dans le monde, ce qui assure des revenus conséquents qui seront redistribués en partie aux équipes. Mais ce n'est pas tout. Troisième et dernier point sur lequel Bernie Ecclestone va agir, c'est sur celui du règlement technique. La FICA, on va l'appeler comme ça, n'axe pas tout son combat sur les revenus de la Formule 1. La manière dont l'argent est dépensé est tout aussi importante. Les agissements de Bernie Ecclestone et de la FICA ne sont pas restés sans conséquences. Quelques jours après le dernier Grand Prix de la saison 76, un nouvel organisme est créé, le WCR, World Championship Racing. Un organe qui émane de la CSI et qui a pour but de contrer la F1CA en défendant les organisateurs de Grands Prix face aux sommes d'argent demandées par Bernie. Mais la FICA a déjà des contrats avec certains Grands Prix de la saison 77. C'est donc la course aux signatures. Au final, la CSI a signé avec 9 des 17 Grands Prix du calendrier 77. Et la FICA également avec 9 Grands Prix. Comment se peut? Eh bien tout simplement parce que la Belgique a signé avec les 2 parties. Donc ça ok, c'est une petite guéguerre. Mais le premier terrain d'affrontement direct, c'est lors du Grand Prix d'Argentine 1977.
L'Automobile Club d'Argentine, qui s'est vu annuler par Bernie Ecclestone son épreuve de 76, doit accueillir la première manche de 77 et apporte donc son soutien à la CSI, ce qui rend Bernie Ecclestone fou furieux. De plus, les menaces sont de mise. La CSI déclare que si le Grand Prix d'Argentine n'est pas tenu selon leurs conditions, l'épreuve sera tout simplement annulée. En réponse à ça, Bernie Ecclestone menace de créer un championnat parallèle. À partir de là, les menaces fusent. La CSI menace la FICA de les sanctionner et la FICA menace la CSI de boycotter les Grands Prix. Mais Ecclestone va perdre la main lorsque certaines des équipes affiliées à la FICA veulent malgré tout prendre le départ du Grand Prix d'Argentine. Elles se moquent un petit peu de ces querelles politiques. Ecclestone renonce. 1-0 pour la CSI. 1-0, mais ce n'est que le début. Jusqu'alors, le WCR était soutenu par la plupart des grandes firmes présentes en Formule 1, comme Ferrari ou Alfa Romeo. Mais après la tournée sud-américaine, Ecclestone s'entretient avec le Commendatore et qui affirme son soutien à l'anglais en échange d'une compensation financière. Le petit homme accepte et porte un coup de grâce au WCR. Avec le changement de camp de Ferrari, le WCR perd beaucoup en crédibilité. Il n'a plus aucune raison d'exister. En acceptant les conditions de la CSI et du WCR, Bernie Ecclestone n'a pas renoncé. Il a seulement reculé pour mieux sauter. Cela démontre toute la détermination de cet homme. Cela décrédibilise la CSI et par effet boule de neige, la FIA. L'avenir de Pierre Hugeux à la présidence de la CSI est grandement remis en question et on voit déjà apparaître le nom de son successeur, Jean-Marie Balestre. Durant cette saison 77, l'importance de la F1CA n'a cessé d'augmenter. Bernie Ecclestone et Max Mosley grappillent petit à petit ce qu'ils peuvent. Cette saison 77 aura vu apparaître les premières voitures à jupe de la Formule 1, notamment l'arrivée de la Lotus 78. L'effet de sol, grandement soutenu par la F1CA, a vu le jour. Les voitures à jupe permettent aux constructeurs indépendants de lutter contre les grands constructeurs automobiles à moindre coût. Mais tout n'est pas rose pour Bernie et la F1CA, car cette même année 77, une nouvelle technologie très coûteuse a vu le jour, le moteur turbo apporté par Renault. Et de plus, l'arrivée de Renault n'est pas forcément une bonne nouvelle, car cela veut dire un nouveau constructeur automobile en F1, donc potentiellement un allié de poids pour la CSI. Ainsi, en 1978, la FICA évolue. Bernie Ecclestone prend officiellement son contrôle. Et oui, ce n'était pas Bernie le président de la FICA, mais Peter McIntosh, l'homme de main de Bernie Ecclestone. Enfin, un de ses hommes de main. De plus, la F1CA est renommée FOCA. Pourquoi ? Eh bien, on avait coutume d'appeler F1CA FICA, c'était plus simple. Mais FICA, en italien, ça veut dire vulve. Enzo Ferrari devait avoir un sacré humour quand même. Bref, Bernie prend alors encore plus d'importance dans le paddock de Formule 1. Sa ruse n'est plus approuvée. Comme en 77, la première course de la saison 78 doit se tenir en Argentine. Or, la Coupe du Monde de foot se tiendra dans le pays de Maradona durant l'été. Cela fait de l'ombre à la F1. Et donc, Bernie Ecclestone va forcer l'ACA de verser une prime supplémentaire à hauteur de 800 000 $, en compensation des effets négatifs. Et en échange, Bernie Ecclestone assure que toutes les voitures seront présentes pour le Grand Prix d'Argentine, même celles ne faisant pas partie de la FOCA. L'influence de la FOCA est encore plus marquée lors du Grand Prix de Belgique. Lotus amène pour la première fois le modèle 79 en Formule 1, la première véritable wing car. Celle-ci remporte sa toute première course. C'est pas fini. Quelques semaines plus tard, Bernie Ecclestone fait appel au professeur Sid Watkins pour devenir le médecin officiel de la Formule 1. Ce dernier officiait déjà dans la catégorie reine sur les Grands Prix américains ainsi que sur les Grands Prix de Sa Majesté depuis 1970. Les pilotes sont unanimes, c'est une très bonne chose d'avoir une équipe médicale permanente en Formule 1. De plus, le fait qu'elle soit dirigée par un professeur reconnu ne peut que rassurer encore plus les pilotes. La sécurité fait vraiment partie de leurs préoccupations. Mais cette action de Bernie Ecclestone, que l'on peut difficilement juger comme malsaine, n'est pas forcément bien vue de tout le monde. La FIA voit ça comme un empiètement supplémentaire de la part de l'anglais sur leur pouvoir. Ce n'est toujours pas fini. Bernie Ecclestone rachète également le Grand Prix d'Allemagne. Le prince de Metternich, président de la FIA, mais aussi de l'AVD, organisateur du Grand Prix d'Allemagne, accepte en échange d'un pourcentage des bénéfices. Bernie n'a pas choisi n'importe quel Grand Prix, car en 77, c'était l'un des plus rentables. Mais certaines personnes à la FIA condamnent cette action. Ils disent que si on laisse Bernie Ecclestone trop agir, trop faire ce qu'il veut, il finira par racheter la Formule 1.
S'il savait. Bernie n'est pas seulement président de la FOCA et nouveau messie des écuries indépendantes, il est également le patron de Brabham et veut concurrencer les redoutables Lotus 79. L'écurie championne en 66 et 67 arrive à understop avec la BT46B, aussi appelée voiture aspirateur. Pensée par l'excellent ingénieur Gordon Murray, celle-ci fait scandale. Plusieurs directeurs d'équipe, comme Colin Chapman, Teddy Mayer, John Surtees ou encore Ken Tyrrell portent réclamation auprès de la CSI. Ils affirment que cette turbine est un élément aérodynamique dynamique. En gros, c'est interdit par le règlement technique. Mais Gordon Murray, soutenu par son patron Eccleston et son bras droit Herbie Blash, affirme que cette turbine n'est qu'un élément de refroidissement du volumineux moteur 12 cylindres à plat Alfa Romeo. Verdict, la BT46B est déclarée légale. Le dimanche, Niki Lauda remporte le Grand Prix de Suède. L'Autrichien commentera l'étrange pilotage de cette voiture qui donne l'impression d'être sur des rails. Mais Chapman et Mayer n'acceptent pas la défaite. Ils reviennent à la charge auprès de la CSI, qui ne leur donne toujours pas raison. Alors, Chapman et Mayer vont s'entretenir directement avec Bernie Eccleston. Et là, Bernie est pris à son propre piège. S'il ne retire pas sa voiture, il perdra le soutien de Chapman, de Mayer, ainsi que d'autres membres de la FOCA. L'Anglais est résigné et décide de ranger la Brabham BT46B. Bernie a clairement choisi son camp. De manière plus anecdotique, la semaine suivante, la CSI déclare que la BT46B est illégale. Tout ça sous l'impulsion de Jean-Marie Balestre, représentant du pouvoir sportif en Suède. À Zandvoort, la CSI se réunit pour parler des jupes aérodynamiques sur les voitures de Formule 1. En effet, Bernie n'a pas accepté l'interdiction de la BT46B sans rien dire. Il met l'emphase sur les pontons déporteurs des Lotus 79, qui sont en réalité des éléments aérodynamiques dynamiques. Parce que les jupes coulissantes, en gros, c'est interdit. La CSI déclare alors que les jupes aérodynamiques seront interdites la saison suivante. Et ils appuient tout cela avec l'argument de sécurité. En effet, les wing cars atteignent des vitesses folles en virage. C'est extrêmement dangereux. D'autant plus que les circuits ne sont pas du tout équipés en matière de sécurité pour ce genre de vitesse dans les courbes. Mais la FOCA n'a pas envie de se voir interdire les jupes. C'est ce qui leur permet de concurrencer les grands constructeurs automobiles. Ferrari, Renault, Alfa Romeo. Alors ils vont préparer leur contre-attaque. Et la contre-attaque est très simple, ils rappellent à la CSI et à la FIA qu'il leur faut une période de 2 ans pour opérer de tels changements sur le règlement technique. D'autant plus que les voitures de 79 sont déjà toutes quasiment prêtes. Et la CSI est obligée de renoncer. Après un nouvel échec humiliant de la part de la CSI, le patron de la FIA, Paul-Alphonse von Metternich, en a marre. Il juge Pierre Hugeux trop faible pour lutter face à Eccleston et a peur que ce dernier ne prenne trop de pouvoir. Le président de la Fédération internationale de l'automobile pense qu'un nouveau président de la CSI serait le bienvenu. Il pense naturellement à Jean-Marie Balestre. Le 10 octobre 1978, 2 jours après la victoire de Gilles Villeneuve au Grand Prix du Canada à Montréal, la CSI vote un nouveau président. Est élu le président de la FFSA, Jean-Marie Balestre, contre le président du Comité des sports automobiles des États-Unis, Tom Benford, à 29 voix contre 11. Jean-Marie Balestre est né le 9 avril 1921. Militant de gauche durant l'entre-deux-guerres, il passera du côté des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Il rejoindra même l'ASS française en 1943 et sera fait prisonnier par la Gestapo en 1944 et déporté en Allemagne. On ne sait toujours pas si Balestre était un agent double ou non. Passionné de sport automobile, Jean-Marie a pris de plus en plus d'importance dans le milieu de la course jusqu'à devenir en 1972 président de la Fédération française de sport automobile. Remarqué par son ton autoritaire, mais aussi par son implication auprès de la sécurité des pilotes, il ne fait aucun doute que Balestre serait la personne parfaite pour contrer Bernie Eccleston. JMB a carte blanche pour rétablir l'autorité sportive en Formule 1. Quitte à entrer en guerre contre Eccleston. Pour ce faire, il renomme la CSI, dont la réputation a été bien entachée par Eccleston, en FISA, Fédération internationale du sport automobile, et s'entoure des bonnes personnes pour commencer la lutte. Que la guerre commence. Mesdames et messieurs, la suite du conflit FISA-FOCA, c'est dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu, j'espère que ça vous aura mis un petit peu l'eau à la bouche pour la suite, et vous allez voir, la suite elle est passionnante. C'est n'importe quoi, ça envoie des coups de part et d'autre, c'est vraiment sympa comme histoire. Voilà, un petit peu de suspense et tout, et vous allez voir que l'issue n'est pas si claire qu'on le croit.
même si je pense pas que beaucoup d'entre vous pensent que ça va être très clair. Mais bref, ça c'est mon boulot de vous éclaircir la chose. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, Utip, ainsi que la chaîne secondaire qui est présente en description. Hein. Tous les liens sont en description. Ceux qui ont fait des dons sur Utip ou qui ont acheté des produits sur le shop, le circuit, vos noms s'affichent en bas de l'écran. Merci à vous. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche et le pouce bleu, c'est très important. Après des vidéos comme ça qui demandent un travail de recherche conséquent, ça fait le plus grand plaisir de savoir qu'on est soutenu et c'est par ces moyens-là que vous me le faites savoir. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les conflits. À la prochaine. Salut les fans. La belle phrase de fin, hein. La paix. La paix. Non, les conflits, ouais, les conflits. Déconnez pas, c'était de l'humour, je vous vois venir. Et ouais, je me barre déjà parce que je suis assoiffé, j'ai plus d'eau dans ma gourde. Et j'ai besoin de boire. Parce que ça prend du temps de faire ce genre d'épisode. Et ouais, ma couille. Bisous.